Bonsoir à toutes et à tous, je suis Ossine Chabira, membre du collectif citoyen avec Mathieu Klein, colistier, et je suis très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux en direct pour cette émission sur la thématique solidarité et santé. Nous sommes à J-5 et nous avons hâte d'être à dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre, des milliers de vues à chaque direct. Merci de nous suivre, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages, vos témoignages. Ils sont nombreux, ils sont chaleureux et ils nous portent pour cette campagne de second tour. Voici déjà notre 4e direct. Nous en ferons encore un jeudi sur la thématique sport, jeunesse et vie associative. Et avant donc ce second tour qui aura lieu, donc le 28 juin, je vous rappelle la date, ne l'oubliez pas, c'est dimanche prochain, mais ça je crois que ça n'aura échappé à personne. Nous sommes aujourd'hui donc pour échanger sur les solidarités et la santé. Nous allons détailler tout au long de l'émission nos propositions. Vous pouvez intervenir quand vous voulez sur les réseaux sociaux, en direct, poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Avec moi sur le plateau, Mathieu Klein, tête de liste Nancy en Grand, réunissant des candidats de la société civile, de la gauche, de l'écologie et du centre. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Ossine. Nous avons également Muriel Colombo, colistière, directrice d'hôpital. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tous. Nous avons Laurane Witt, animatrice d'un collectif de lutte contre les violences faites aux femmes, colistière également. Bonsoir Laurane. Bonsoir. Et avec nous en visio, Arnaud Crémer. Voilà, bonsoir Arnaud, tu es là avec nous, gestionnaire en ressources humaines. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à toutes et tous. Et puis enfin, nous avons des invités ce soir sur le plateau qui sont venus témoigner et on les en remercie. Véronique Skida, directrice de l'UVA, structure d'aide à domicile. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Et puis Antoine Renaudin, directeur d'un EHPAD nancéen. Bonsoir. Bonsoir. Sans plus attendre, on commence par toi, Mathieu. Je crois que c'est le moment de nous introduire nos éléments de programme sur la santé, les solidarités. On parle de conditions de l'action solidaire. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Merci d'abord à toutes et à tous et merci tout particulièrement à Véronique et à Antoine de nous avoir rejoints ce soir. La solidarité, alors vous le savez, c'est pour moi, la colonne vertébrale, la pierre angulaire de mon engagement depuis toujours. Lutter contre la pauvreté, lutter contre la précarité, pour l'accès aux droits et notamment l'accès aux soins. J'ai l'intention, au cours du mandat qui va s'ouvrir, si les Nancéennes et les Nancéens nous font confiance, de faire de ces enjeux-là évidemment le cœur de notre projet. Nancy est une ville, de surcroît, il faut le dire, une ville qui a une longue tradition sociale et humaniste, bien au-delà de la sphère politique. C'est une ville dans laquelle est ancrée une histoire sociale importante. Je pense, pour ne prendre qu'un seul exemple, puisque nous fêtons cette année le centenaire de l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle, qui a été sans doute le doyen Parisot, et qui a été lui-même un des précurseurs, même à l'échelle mondiale, de la prévention comme une partie intégrante de l'accès aux soins et de la santé. Cet écosystème, cet environnement doit nous inciter aujourd'hui à justement vouloir être en première ligne sur ces enjeux-là. Et nous savons que le choc social qui est devant nous sera rude. Nous savons que dans les semaines et les mois qui viennent, les femmes et les hommes qui sont déjà aujourd'hui parfois dans la difficulté ou tout simplement parfois ont du mal à terminer une fin de mois, même à vivre correctement de leur travail, de leurs revenus, à se déplacer, à se nourrir, nous l'avons vu pendant le confinement, eh bien ces femmes et ces hommes-là vont avoir besoin plus que jamais d'une action sociale et solidaire. Et puis l'isolement aussi. Nous sommes dans une grande ville. Les personnes, par exemple, qui vivent seules, quel que soit leur âge, et parfois plus encore les personnes âgées qui vivent seules, ont eu besoin, et je remercie une fois de plus les Nancéennes et les Nancéens pour leur solidarité, leur engagement, pendant toute cette crise de la Covid-19, mais auront besoin demain que nous répondions présents. Alors ça va passer par toute une série de dispositifs, on va les détailler dans la soirée, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, puisque nous allons en parler, mais je veux dire que sur un certain nombre de sujets, nous serons présents. Par exemple, nous savons qu'aujourd'hui, le parc de logements privés souffre pour une large part d'une insuffisante prise en compte des enjeux de rénovation énergétique et thermique, et que la facture
la facture, au-delà des enjeux de transition écologique que nous avons déjà abordés, qui sont fondamentaux, mais la facture énergétique pour les familles ou les personnes qui ont des ressources parfois faibles ou modestes, eh bien, elle s'alourdit. Il faut donc que nous mettions l'accent dans les années qui viennent sur la rénovation énergétique du parc privé notamment, et bien sûr que nous ayons un parc social public qui soit exemplaire, qui soit tourné vers des modes constructifs qui justement permettent à la fois d'être très respectueux des enjeux environnementaux et puis qui permettent de réduire significativement la facture d'énergie. C'est un enjeu absolument essentiel. Il faut qu'on soit présent aussi dans les mois qui viennent, peut-être aux côtés des locataires du parc public, puisque le maire de Nancy a aussi une responsabilité importante à l'Office métropolitain de l'habitat, OMH, et avec les bailleurs sociaux en général qui sont présents sur la ville pour veiller à ce que les impayés de loyer qui ont eu tendance à augmenter soient pris en compte. Nous verrons de quelle manière accompagner financièrement les ménages les plus modestes. Nous voulons avancer sur la tarification sociale de l'eau aussi. Des premiers pas ont été faits à la métropole. Il faut aller plus loin parce que l'accès à l'eau est un bien, universel, un bien commun, un bien collectif qui ne doit pas être, entre guillemets, régulé par autre chose que le libre accès, en tout cas l'accès équitable de chacune et de chacun à ces biens élémentaires. Toute une série de propositions, plus d'autres que nous allons détailler ce soir, qui seront au cœur des engagements que nous voulons prendre durant le prochain mandat. Merci Mathieu. Nos propositions passent aussi par une meilleure communication. Muriel, tu peux nous parler de Nancy en lien? Oui. Alors je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on l'a vu pendant cette période Covid, il y a eu des actions de solidarité. Mais ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif et notamment une plateforme que l'on appelle Nancy en lien, pour pouvoir, c'est une application d'échange et de services qui doit pouvoir proposer un bouquet de services et mettre en relation différents acteurs sociaux ou privés pour pouvoir trouver de l'aide dans des situations de vulnérabilité. Donc on l'évoquera tout à l'heure avec Antoine Renaudin. On a des exemples de dispositifs que l'on pourrait mettre en place et cette plateforme nous serait utile pour que l'ensemble des personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à cette information. Mathieu, on parle aussi dans notre projet de service civique. Comment est-ce que tu peux nous expliquer L'idée, c'est de créer ce qu'on appelle dans le projet un service civique nancéen. D'abord, le service civique, c'est aujourd'hui adressé aux jeunes qui, à un moment de leur vie, la fin d'un parcours d'études, une réorientation, parfois peut-être un moment de césure, ou suite à des difficultés pour reprendre pied, consacrent 6, 8, 9 mois à un projet d'intérêt général. Ils se construisent eux-mêmes à travers ce projet, et ils construisent le projet, ils construisent aussi l'intérêt général. Donc c'est une démarche très vertueuse. La Meurthe-et-Moselle est le 2e département de France après la ville de Paris pour le nombre de services civiques qui y sont accueillis. Et le service civique, c'est un outil de solidarité. Et moi, j'aimerais aussi l'étendre, peut-être là de façon expérimentale à Nancy, indépendamment de l'âge, à des personnes qui ont envie, parfois à un moment de leur vie, de consacrer du temps à l'intérêt général, à la solidarité, d'être accompagnés du coup par la collectivité en ce sens. Donc je proposerais que nous expérimentions, avec l'autorisation de l'État bien sûr, un service civique élargi au profit de l'accompagnement, de l'isolement des personnes, au profit de l'accès à l'alimentation, au profit de l'accès aux droits, puisqu'on y viendra tout à l'heure, c'est évidemment aussi un enjeu majeur, connaître ses droits, savoir ce que l'on peut faire, où les faire valoir, comment les mettre en œuvre. C'est un précipité finalement d'une citoyenneté active. Moi je crois fondamentalement, parce que par exemple, un exemple concret, on parle souvent des seniors et du vieillissement comme uniquement une question de prévention progressive de la perte d'autonomie, de prise en charge de la dépendance, de soins ou de bien-traitance. Et nous avons raison, évidemment. Mais une personne qui passe 65 ans, elle a bien souvent encore bien d'autres préoccupations, et tant mieux, que la simple prévention de sa perte progressive d'autonomie. Ces 20 années, je le dis de façon générique, il faut évidemment nuancer selon chaque situation, mais ces 20 années de vie, ou ces 30 années de vie, ou ces 40 années de vie que vous avez devant vous, eh bien, quelle
quel plus merveilleux support pour un territoire que de s'appuyer sur ce savoir-être, ces savoirs, ce savoir-faire, cette envie de transmission, de partage. Et moi, je pense que cette logique civique et citoyenne, s'appuyant sur des ressources comme le service civique, elle peut encore grandir au service du lien social. Mais si je comprends bien, donc ce service citoyen nancéen serait ouvert à tous sans condition d'âge, c'est bien ça ? C'est le sens de l'expérimentation que je propose que nous mettions en œuvre. Il faudra en discuter bien sûr avec l'État, avec le préfet, avec le gouvernement pour voir de quelle manière. Il ne s'agit pas forcément de le faire à n'importe quel âge, mais je pense que ce moment de consacrer 6, 8, 9, 10 mois à un projet d'intérêt général, il est important pour des jeunes, il peut être important à d'autres âges de la vie. Et je pense que ça peut être un excellent outil de rebond, de retour vers l'insertion sociale, l'accès à l'emploi, la dignité, la fierté aussi de porter justement des projets qui ont du sens. Et moi, je crois beaucoup plus à cette envie-là qu'à toutes les formes d'obligation, un petit peu desquelles parfois on voudrait assortir les droits sociaux, parce que ça c'est pour se donner bonne conscience. Au contraire, appuyons-nous sur l'envie d'agir des citoyens. On le dit souvent, mais les citoyens, ils ont envie d'être autre chose que simplement des électeurs une fois tous les 6 ans ou tous les 5 ans selon le scrutin. Ils ont envie d'être considérés comme des personnes qui ont vraiment une part à donner à la construction de ce vivre ensemble. C'est un mot un peu tarte à la crème, je n'en disconviens pas puisqu'on l'emploie un peu à tort et à travers, mais dans une ville, il a du sens. Vivre ensemble, pas vivre les uns à côté des autres, vivre les uns avec les autres. Alors l'urgence sociale est au centre de nos préoccupations et Laurent, toi tu as travaillé sur cette maison d'accueil pour les femmes victimes de violences. Tu peux nous en parler ? Oui, alors quand on a travaillé autour de la question de la place des femmes dans la ville, on a vu qu'il y avait de nombreux défis à relever pour faire de Nancy une ville féministe, et notamment en matière d'aide aux femmes les plus vulnérables, qui sont les femmes victimes de violences. Pour rappel, les violences faites aux femmes, c'est un phénomène d'ampleur. Je vous redonne quelques chiffres pour qu'on se rappelle de cette ampleur. En France, chaque année, il y a 200 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a un viol qui est commis envers une femme toutes les 7 minutes en France. Et l'année dernière, il y a 149 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc c'est vraiment un phénomène d'ampleur qui touche tous les milieux sociaux, tous les territoires, et donc qui n'épargne pas la ville de Nancy et son bassin de vie. Et ce qu'on s'est dit aussi en tant qu'équipe féministe, c'est qu'il n'y avait pas de fatalité sur cette question et qu'on pouvait agir en tant que politique. Et on a voulu faire en sorte que la mairie soit un acteur central sur ces questions et propose un projet de grande ampleur pour faciliter l'accueil des femmes victimes de violences. C'est ce qu'on a travaillé autour de la Maison des femmes, qui sera un lieu unique d'accueil, d'hébergement pour toutes les femmes et leurs enfants, qu'elles aient une question à poser ou qu'elles aient des démarches à faire. Ce lieu unique, il sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour faciliter l'accueil puis les démarches de ces femmes. Et ce sera surtout un lieu qui regroupera une équipe pluridisciplinaire, et c'est ça qui est assez innovant, une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'avocats, de juristes, de travailleurs sociaux, qui seront amenés à travailler avec ces femmes et à les accompagner dans leur parcours pour sortir des violences et se reconstruire. Et dans cette urgence sociale, on parle aussi d'un village de l'insertion. Oui, tout à fait. Pour répondre à l'urgence sociale, il paraît important de créer ce que l'on a appelé un village de l'insertion pour les personnes qui sont exclues ou en errance. Il paraît important de pouvoir déployer un dispositif personnalisé pour accompagner ces personnes, pour pouvoir véritablement les réinsérer. Ça passe également par un logement adapté. C'est important de pouvoir mettre en place ce type de dispositif, puisque une personne qui est logée, on va pouvoir travailler avec elle pour voir comment elle peut retrouver également un emploi. Donc c'est vraiment mettre en place un dispositif d'accompagnement personnalisé pour ces personnes qui sont en errance et exclues. Dans les commentaires, alors je vous lis en direct, nous avons un commentaire de Roa Azert, je ne sais pas si on pourra lui répondre, mais il nous dit, je vous lis tel quel, bonjour, trouvez-vous normal que l'OMH envoie des recommandés et fasse des courriers aux gens en leur disant on vous donne congé, en conclusion il faut sortir alors que ça fait depuis 2017 que j'ai fait ma demande, je trouve ça pas normal, ce qui se passe en ce moment sur le site du plateau de Haye.
Qu'est-ce qu'on peut lui dire Alors, là, je ne peux pas répondre sur une situation individuelle avec précision. Il faudrait que je puisse en savoir un peu plus pour être précis. Il n'est pas anormal qu'un bailleur social ou privé donne congé à un locataire pour des raisons fondées. Hein. Je ne connais pas cette situation-là, mais ça n'est pas en soi anormal. Sur le plateau de Haye, ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce qui a déjà existé au moment de l'étape numéro 1 de la rénovation urbaine. Là, nous sommes dans le plan de rénovation urbaine, une deuxième phase, avec un certain nombre de logements qui vont être détruits, les grandes barres comme le cèdre bleu qui vont être, entre guillemets, allégées, le terme n'est pas très politiquement correct, mais en tout cas réduite de taille, pour favoriser un logement plus diffus, et donc les locataires de ces bars ou de ces immeubles qui sont amenés à être détruits sont progressivement relogés sur d'autres sites de la ville ou de la métropole. Parfois, ils partent avec plaisir, et souvent, ils partent avec le regret de devoir quitter leur quartier, qui, même s'ils rencontrent des difficultés sociales, est un quartier auquel les habitants sont souvent très attachés. C'est bien d'ailleurs un des défis de la rénovation urbaine de demain, à la fois d'être plus humaine, d'accompagner les situations individuellement, de permettre à celles et ceux qui veulent revenir sur leur quartier d'y revenir dans un habitat, comme cela a été le cas au moment du plan de rénovation urbaine numéro 1, un habitat plus agréable, un habitat plus humain, un habitat avec plus d'espace vert, avec plus d'espace collectif, parce que c'est aujourd'hui des attentes très fortes des familles. Voilà. Après, il peut y avoir des situations individuelles plus difficiles que d'autres, cela est tout à fait possible. Mathieu, tu nous as parlé tout à l'heure de Parisot. On imagine dans notre programme donc la création de maisons de santé qu'on appelait les maisons de santé Parisot. Muriel, tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc effectivement, il paraît essentiel de développer des soins de proximité. Et dans ce cadre-là, on veut s'appuyer sur des maisons de santé qu'on a appelées Parisot tout simplement puisqu'on veut se relier à l'histoire de la ville et travailler notamment sur la prévention, l'éducation en santé. Ça paraît important d'avoir, outre le fait de pouvoir réunir des professionnels de santé que sont des médecins, des infirmières, des paramédicaux, mais c'est aussi développer vraiment une proximité et un repérage des vulnérabilités. Et dans ce cadre-là, il y aura aussi une approche sociale de cette maison de santé. Donc cette maison de santé, c'est un modèle innovant qu'on doit pouvoir co-construire avec des partenaires du social et du médico-social pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population. Nous sommes allés à la rencontre de Nancéennes et de Nancéens et je vous propose de regarder notre première séquence témoignage de Suzanne Pic. Je suis née à Nancy, je me suis mariée à Nancy et à part où j'étais absente pendant la guerre, quelques années, je n'ai jamais quitté Nancy. J'aime bien Nancy, mais je trouve qu'on fait très peu pour les personnes vraiment qui sont seules. C'est plus une question de moyens, c'est une question que si on voulait voir un spectacle ou aller à une conférence et que ça finit trop tard et qu'il faut attendre 107 ans un taxi dehors, on n'est pas tranquille. Alors on ne sort plus. Et puis il y a eu ce virus et là je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et puis les gens ne peuvent pas venir vous voir, ni les copines qui ont mon âge, vu qu'elles étaient confinées. Je n'ai personne qui vient me voir que les personnes qui sont rétribuées pour faire ou ma toilette, ou une fois par semaine des commissions pour 1h30, ou 1h30 de ménage. C'est tout. S'il me faut quelque chose, je m'arrange avec le pharmacien, s'il peut venir me livrer, mais il ne faut pas lui dire ça à la dernière minute. Et puis autrement, j'ai au premier étage une petite personne qui est venue tous les jours s'occuper de moi. Et au bout de 10 jours, elle m'a dit « Madame Pic, vous ne mettez pas dans cet état-là, je viendrai vous faire les commissions 1 fois par semaine. » Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, moi, j'estime qu'on n'est pas assez occupé. Moi, j'aime bien des conférences, même si je ne retiens plus maintenant. Mais je suis contente d'apprendre quelque chose, même si ça ne dure pas. Alors c'est pareil, quand ils font ça à partir de 4h ou le soir à 6h, on n'y va pas. Il y avait le livre sur la place, tant que j'étais vaillante, j'y allais. J'apprenais à connaître un auteur que j'aimais bien.
Véronique, vous êtes à la tête d'une structure d'aide à domicile. Que vous inspire un tel témoignage. Vous avez été aussi, vous, en première ligne pendant cette crise sanitaire. Comment vous avez géré cette crise? Comment vous avez été en contact avec toutes ces personnes qui pouvaient être effectivement isolées? Effectivement, on a géré la crise en continuant à se déplacer au domicile des personnes. Donc on est une équipe d'une 50aine de personnes, 36 auxiliaires de vie ou assistants ménagers, qui intervenons au quotidien chez les personnes en fonction de leur projet de vie, parce que le libre choix pour nous ça a un vrai sens. Donc on définit les besoins des personnes en adéquation avec leurs souhaits. C'est eux qui nous disent ce qu'ils recherchent et nous tentons d'apporter des solutions adaptées. Donc effectivement, pendant la crise du Covid, les choses se sont considérablement complexifiées parce que il y a eu une phase un petit peu où on ne savait plus si on devait faire toutes nos interventions, à partir de quel type de prestations on pouvait intervenir. Donc nous, on a fait le choix au premier abord d'intervenir pour l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne. Donc ce que tout un chacun fait sans y réfléchir chaque jour, mais qui peut devenir très problématique pour des personnes qui ont une perte d'autonomie, alors soit physique, soit des troubles cognitifs qui peuvent ralentir finalement leur vie au quotidien. Donc on vient pour les aider à se lever le matin, à se laver, s'habiller, préparer les repas, faire des sorties également. Donc c'est toute une équipe de professionnels dévoués que je tiens d'ailleurs à saluer pour leur engagement, leur abnégation aux côtés de toutes ces personnes fragilisées, soit par l'âge, soit par le handicap. Et vous avez vu les demandes d'aide à domicile s'accroître pendant cette période du Covid? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, paradoxalement, non. Dans un premier temps, il y a eu une période un peu de stupéfaction, c'est-à-dire que, au contraire, soit les personnes elles-mêmes, soit leurs familles nous disaient mais non, nous on a peur, on préfère éviter un maximum de contacts, donc on préfère suspendre les interventions. Donc il y a eu cette phase-là qui a duré environ 15 jours, 3 semaines. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution des informations sur le coronavirus, les esprits se sont un peu plus étendus et surtout, les besoins se sont vraiment... Il y a eu des syndromes de glissement de la part des personnes qui se retrouvaient du jour au lendemain sans soins. Et certaines situations se sont dégradées en définitive, et il a fallu par la suite récupérer des personnes dans une situation beaucoup plus problématique qu'à l'origine. Très bien. Alors nous a rejoint sur le plateau Nadège Nicolas. Nadège Nicolas qui est colistière également de l'équipe Nancy en Grand et pharmacien hospitalier. Nadège, une réaction là sur le témoignage de Madame Pic qu'on vient d'entendre? Bonsoir à tous. Oui, une remarque, c'est vrai que le problème de Madame Pic, c'est celui qu'on rencontre souvent chez les personnes âgées. L'objectif, c'est de maintenir sa présence à son domicile, ça se passe très bien. Par contre, on sent bien qu'elle est effectivement isolée malgré les services à la personne, les aides à domicile qui passent de temps en temps ou tous les jours pour faire la toilette. On sent bien qu'elle a ce problème d'isolement. Donc nous voulions proposer la mise en place d'un contrat d'engagement solidaire qui serait un contrat tripartite entre une personne vulnérable, une personne qui présente un handicap ou une personne âgée isolée, un aidant, alors ça peut être comme pour Madame Pic, sa voisine, ou un membre de la famille, et le centre communal d'action sociale de la ville. Donc ça serait la concrétisation de cet acte de solidarité avec donc le passage de cette personne au domicile, des services rendus, aller chercher du pain ou simplement, comme le dit Madame Pic, peut-être faire une sortie culturelle avec cette personne. Antoine Renaudin, vous dirigez donc un EHPAD, un établissement pour personnes âgées dépendantes à Nancy. Vous avez aussi, vous, vécu cet isolement
Est-ce que ces personnes que vous hébergez se sont senties isolées au même titre que Madame Pic, puisqu'il n'avait plus de possibilité d'avoir des visites de famille, comme on l'a entendu? Sur ces personnes, elles ont été fortement isolées, et nous-mêmes avant les autres, par rapport à Madame Pic qui a été en confinement à partir du 17 mars. Nous, on l'a été à partir du 8 de tête, du 7-8 mars, donc ça a été assez compliqué. La différence avec elle, c'est que nous, on a du personnel autour, on a du présentiel toute la journée. Tous les services que Madame Pic n'a pas, on les a dans notre établissement. L'alimentation, les activités culturelles, on a pu les maintenir. Nous, on a une radio dans notre établissement. On a des artistes qui sont venus autour du bâtiment faire de la musique aux fenêtres. On a essayé de... Il y a même des familles qui sont venues faire ça en distance. Et il y a le présentiel. Les gens étaient confinés en chambre aussi. Mais il y avait des... Ils pouvaient se déplacer à distance. Ils voyaient le personnel tout le temps. Nous, à la différence d'une structure comme disait Madame Pic, c'est pas 1h30 par semaine ou 1 heure par jour. On a du monde en 24 heures sur 24. Donc c'est ça la différence sur nous. Il y a une notion de sécurité. Il y a une notion de gros éloignement de la famille. Et nous, là, on vient seulement d'être déconfinés. Je viens d'ouvrir l'établissement lundi. On faisait des visites sécurisées. Et là, de nouveau, les familles. Donc nous, ça a été très très long. Ça, c'est le paradoxe par rapport à ce système-là. Et une autre particularité, c'est que nous, dans nos EHPAD, on s'expose beaucoup plus au virus. C'est-à-dire que le virus, qui est très insidieux, s'il rentre dans notre établissement, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on aura aussi toutes ces réflexions à mener sur l'après, sur la taille de nos structures, sur nos petites organisations. Et il y a des choses très similaires et des réflexions qu'on a par rapport à ce que vous présentiez sur Nancy en lien, entre autres, puisque nous, l'idée, Nancy, on veut travailler en collaboration. On a eu beaucoup de demandes, par exemple, de gens qu'on ne connaissait pas. C'est ça la difficulté. Nous, nos bénévoles étaient âgés, donc exposés, donc également confinés. Donc, rupture des bénévoles. Il y a eu des plateformes sur le département qui ont été faites, mais ces gens-là, on ne les connaissait pas. Nous, on a besoin... On ne veut pas mettre des étrangers face à des gens vulnérables. Donc si on a dans une logique locale, cette logique de service civil par exemple, qu'on aurait déjà eu en amont et qu'on aurait fait du lien un peu comme disait Mme Nicolas, déjà en amont, et qu'on a un service civique labellisé, ça peut être très très intéressant. Et puis il y a plein de synergies à faire localement. Donc nous, il y aurait eu moins d'isolement pour elle, elle aurait eu plus de monde, mais par rapport à sa famille, on n'aurait pas pu la soulager. La seule différence, c'est qu'on a peut-être encore quelqu'un pour l'assister, pour faire une visioconférence, un Skype. Nous, on a des outils papier virtuels et papier communiquent avec les familles. On a fait du liaison téléphonique. Et si quelqu'un qui est un peu désorienté, on peut l'accompagner sur ça et ça soulager les proches. Alors sur les réseaux, il y a énormément de témoignages de sympathie, de personnes qui sont prêtes à accompagner Madame Pic à des conférences. Et voilà, et quelqu'un, Fatia dit, et les bénévoles, pour les sorties culturelles, nous sommes là, enfin voilà. Donc peut-être rappeler le contrat d'engagement, hein, C'est un contrat bénévole, effectivement, et bénévole, mais effectivement, si tout le monde peut s'engager dans ce contrat bénévole. C'est pas forcément un voisin, ça peut être quelqu'un qui effectivement ne connaît pas de personnes isolées ou qui ait besoin d'aide, et via la plateforme Nancy Lien, elle pourra être mise en relation avec les personnes qui justement, elles, en ont besoin. Alors vous avez juste un témoignage, peut-être que Véronique pourra réagir. Depuis le début de la pandémie, on a usé et abusé du bénévolat. C'est Nathalie qui nous dit ça. Les aidants à domicile ont des contrats avec peu d'heures. Il y a réellement un travail à faire pour rendre ce travail attractif, mieux rémunéré. C'est moi qui le rajoute. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, à 500%. Non, nous, au niveau de notre structure, mais il y a énormément de structures en Meurthe-et-Moselle qui nous rejoignent sur ce principe-là. On est très engagé effectivement sur la revalorisation des métiers de l'aide à domicile. C'est notre fer de lance, c'est notre combat de tous les jours, et on se bat pour effectivement faire reconnaître pleinement la valeur de ces métiers, la beauté de ces métiers. Et on est en train de travailler actuellement à une nouvelle façon de revoir les métiers de l'aide à domicile en redonnant beaucoup plus de responsabilités aux experts que sont les auxiliaires de vie, et leur redonner vraiment le pouvoir et ne plus être dans une stratégie très pyramidale d'un mode de fonctionnement organisationnel, mais plus sur vraiment
un partage au niveau des connaissances et au niveau des modes d'intervention. Nous, on irait même jusqu'à faire en sorte que ce soit les auxiliaires qui aillent évaluer les situations à domicile. Ça va nécessiter beaucoup de travail en amont et de formation, mais on y va. On a enclenché déjà le processus et je suis très contente. On avait encore une réunion cet après-midi. On arrive maintenant à rallier nos auxiliaires de vie qui étaient très très craintives dans un premier temps, mais qui se disent ça y est, on nous fait confiance, on a envie d'y aller. D'accord. Mathieu, que peut faire le futur maire de Nancy sur ces questions ? D'abord, je voudrais faire écho à ce que vient de dire Véronique. Moi, je suis vraiment très profondément convaincu que nous sommes en train de vivre une extraordinaire transformation, avec plein de risques. Les métiers de l'aide à domicile, les métiers du prendre soin, du care, qui il y a quelques années, quand on parlait de care dans la vie publique, on était traité de gentils bisounours, de naïfs, d'un peu niais. Aujourd'hui, malheureusement, il a fallu en passer par une crise comme celle de la Covid-19. Il y a une réhabilitation de cette idée de prendre soin d'autrui. Ça n'est pas la petite cerise sur le gâteau, ça n'est pas le supplément d'âme d'une politique publique pour lui donner une sorte de vernis. C'est au contraire, j'allais dire même c'est presque le cœur battant aujourd'hui de la solidarité. Nous avons une réflexion. Alors d'abord, peut-être sur les aides à domicile. Je veux faire écho à ce que disait Véronique. Oui, bien sûr que leur rythme de travail, leur rémunération, la faible reconnaissance qui est la leur est aujourd'hui vraiment indigne dans notre pays. Nous avons, là je prends un instant ma casquette de président de département, et je m'en excuse, mais je vais l'en enlever très vite. Nous avons fait en sorte que la reconnaissance, aujourd'hui notamment salariale, à travers l'attribution d'une prime, puisse être entendue parce que ils et elles et ils sont allés au front pendant cette crise. Et au début de la crise, il fallait réussir à faire entendre la voix des services d'aide à domicile à côté de celle des EHPAD. C'était un défi majeur, et ça illustre d'ailleurs assez bien finalement le regard que la société porte sur elles et sur eux. Donc il faut les revaloriser. Et sur la notion d'aidant, cette notion d'aide, il faut aussi, ça fait partie de nos propositions pour cette élection municipale, être la ville des aidants. Nancy doit devenir la ville des aidants. Notamment, je pense là aux aidants, aux enfants. Vous savez, on parlait tout à l'heure des personnes qui atteignent 65 ans. Il y a combien aujourd'hui, et ça va continuer à se développer avec les bouleversements démographiques, le vieillissement de la population, l'allongement de la durée de la vie, combien aujourd'hui de personnes qui ont entre 50 et 65 ans s'occupent encore d'un parent âgé ? Et qui ont donc soit sont en fin de carrière professionnelle, au seuil de la retraite, avec donc déjà une expérience de vie derrière eux. On parfois encore des enfants âgés qui sont encore au domicile ou qui reviennent parce que les allers-retours entre l'autonomie des jeunes et le domicile familial, ça aussi ça se multiplie. Et qui prennent en charge en plus, après la journée de travail, le parent âgé à domicile. Il faut aider les aidants, il faut aider celles et ceux qui prennent soin d'autrui. Bonification du congé qui vient d'être reconnu par la loi, du congé du proche aidant, bonification par la ville, plateforme technique pour que lorsqu'il y a des trous dans la raquette le week-end, pendant les vacances, qu'il faut faire le relais avec des services d'aide à domicile, la ville puisse, le CCAS, comme le disait Nadège tout à l'heure, puisse être un peu on va dire voilà, la plateforme un peu transversale qui réunit à mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver une solution en accueil de jour, pour trouver une solution en intervention à domicile. Il faut de la fluidité, il faut des parcours. On n'est pas tous, de tel âge à tel âge chez soi sans personne, de tel âge à tel âge chez soi avec quelqu'un, et puis ensuite à la fin en EHPAD. Ces parcours linéaires, ils existent, mais peut-être que j'ai besoin d'un mois en EHPAD, puis je retourne chez moi. Peut-être que j'ai besoin pendant 6 mois d'un accueil de jour, et puis ensuite, une aide à domicile suffira. Peut-être que si mon enfant, ma fille, mon fils prend une semaine de congé, ça peut suffire. Tout ceci doit pouvoir coexister. Il faut qu'on puisse trouver des réponses individualisées à la situation des personnes qui ont besoin d'être aidées. Alors, nous avons Arnaud avec nous, qui est également en visio, et Madame Pic parlait de ces problèmes de déplacement. Et Arnaud a travaillé d'ailleurs sur les mobilités. Est-ce que tu es avec nous ? Oui. Oui, je suis avec vous. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les déplacements, justement ? Alors effectivement, Madame Pic soulève quelque chose de très important. Une des causes de l'isolement des personnes, c'est les difficultés à se déplacer.
Aujourd'hui, un des autres métiers très oubliés, c'est le métier de chauffeur accompagnateur. Dans la métropole, nous avons un service qui propose cet accompagnement. Aujourd'hui, le rôle de la métropole est de pouvoir remettre en lien ce service avec les personnes qui en ont besoin. Viendra se greffer à cette problématique l'accessibilité, mais nous en parlerons juste après. Merci. Merci Arnaud. On continue avec une nouvelle séquence vidéo, celle de Sarah. Alors on en a déjà beaucoup parlé, mais je trouve que c'est important, on va continuer à en parler, des aidants. Voilà, Sarah nous parle de sa vie d'aidante. Je suis aidante et mon petit frère donc, a 23 ans, il est handicapé mental et il est interne en IME sur Nancy et il rentre tous les week-ends. Pendant le confinement, j'ai été en télétravail, donc c'est vrai que ça a été très fatigant moralement d'avoir en plus mon petit frère à la maison puisqu'il ne parle pas, donc il s'exprime un peu avec beaucoup de bruit. Donc il a fallu effectivement que je décale mes horaires de travail pour pouvoir travailler dans le calme. Donc soit je me réveillais plus tôt, soit je travaillais un peu plus tard. Donc c'est vrai que ça faisait des journées un peu longue et du coup même le temps de midi, il fallait quand même s'interrompre à midi pour pouvoir lui préparer le repas tout en sachant qu'il y avait quand même mes parents, mais mes parents aussi sont beaucoup plus âgés donc il fallait quand même être là un peu pour tout le monde. Mon petit frère est jeune handicapé, donc lui il a son allocation. Après effectivement il y a le conseil départemental qui verse un petit complément à ma maman pour les périodes de week-end. Alors après c'est très minime. Je considère que la solidarité familiale ne peut pas pallier le manque de moyens en France. Du coup, c'est vrai qu'il y a un réel besoin de répit pour toutes les familles, mais également pour les personnes handicapées. Et il faut également augmenter l'accompagnement professionnel. Moi, à titre d'exemple, je pense qu'il aurait peut-être fallu déployer des repas, peut-être un repas par jour pour peut-être aider ces familles-là ou peut-être se rapprocher de ces familles pour leur proposer des aides-soignants pour pouvoir accomplir des toilettes, ce genre de choses. Voilà. Donc, comment pourriez-vous déployer ce genre de choses sur Nancy si vous êtes élu ? Muriel, dans le programme Nancy en Grand, nous proposons un forfait aidant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc, Sarah a expliqué bien sa situation. Aujourd'hui, les aidants se retrouvent tout autant isolés qu'une personne âgée à un moment donné. On l'a vu dans le cadre de ces témoignages. Donc, c'est important aussi de pouvoir reconnaître ces aidants. Donc, Mathieu Klein parlait de la ville des aidants. Donc, ça, c'est important qu'on puisse le mettre en place. Et ça se traduit également avec la mise en place du développement d'accueil temporaire. On voit que dans cette situation, la famille de Sarah elle-même s'est retrouvée confrontée de but en blanc à devoir prendre en charge son frère. Donc c'est important qu'elle puisse avoir des soutiens, qu'on ait ce lien également. On en parlait avec des structures d'accueil temporaire, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure avec Antoine Renaudin et également avec Véronique. C'est important aussi qu'on arrive à coordonner l'ensemble des acteurs. Elle l'a très bien expliqué là aussi. Et elle s'est retrouvée confrontée à devoir s'occuper de son frère, alors qu'habituellement il s'en occupe que le week-end. C'était quelqu'un qui était en internat, qui a perdu complètement ses repères aussi, dans le cadre de son milieu de vie. Et ça a reposé sur la famille complètement. Ça a eu un impact également sur la vie familiale et sur son travail. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir travailler avec les entreprises, les sensibiliser à pouvoir travailler sur des aménagements d'horaires ou alors effectivement le développement du télétravail. Donc c'est important qu'on puisse accompagner ces aidants et ces aidants ont droit au répit. Donc là aussi, c'est important de pouvoir le mettre en place. Mais je trouvais Sébastien, alors juste une remarque. Sébastien propose que l'État défiscalise les aidants. Voilà, je passe une proposition de Sébastien. Et je vais interroger Antoine justement par rapport à un EHPAD dans un quartier. Est-ce que l'EHPAD est centré sur ses résidents et sur les personnes dépendantes ou est-ce qu'il est ouvert sur les problématiques du quartier ? Aujourd'hui, il est centré sur la personne dépendante, sauf peut-être en milieu rural. Et donc, nous, l'idée, c'est que en milieu urbain, où il y a un isolement beaucoup plus important, ces EHPAD deviennent des plateformes du lien social. Quand je dis du lien social, c'est du lien économique également. Alors, on peut même aller jusqu'aux maisons de santé par ISO. On est sur cette logique-là. On a déjà une infrastructure médicale. Nous, on fait de la télémédecine depuis de nombreuses années. On peut utiliser cet outil-là. Et c'est vraiment créer cette synergie. Mais
ça synthétise tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, moi c'est la proximité, tout se fait sur la proximité. Cette personne, le frère de Sarah, s'il avait été dans notre quartier, peut-être que Véronique l'aurait identifié en aide à domicile, elles avaient un souci, pas assez, nous on aurait pu fournir le fameux repas qu'elle avait, nous on pouvait faire de la production, à défaut si je peux pas faire, moi je suis en liaison avec le boucher, là je travaille avec le boulanger d'à côté. Moi, ce qui a été un énorme aussi sur cette période de crise, alors il y a la solidarité d'Ancéenne, il y a la mobilisation des équipes, ça je rejoins ce qu'a dit Véronique et Mathieu, on les remerciera jamais assez, et puis revalorisons-les au moins au niveau salaire, mais il y a eu cette solidarité économique, c'est-à-dire que nous, il y a une dynamique locale. Alors, tant pis, c'est l'association Rive de Meurthe, moi je suis adhérent. Par cette association, on a créé une synergie. J'ai rencontré le Auchan qui était derrière chez moi, d'autres entreprises, un lycée qui m'a fourni des visières, ils m'ont fourni des masques, même mon voisin, les pattes d'à côté, on a fait des synergies, on a des restaurateurs qui sont venus, et ça a créé une dynamique vraiment exceptionnel, et on a besoin de cette proximité. Nous, on a déjà les outils. Si on est sur Nancy, on est 7 à 8 EHPAD. On a déjà une sectorisation qui est faite, on a déjà une infrastructure, on peut juste l'améliorer. Et par contre, on a besoin de quelqu'un qui coordonne. Je pense qu'effectivement, le CCAS peut avoir cette volonté-là, de coordonner les parcours pour ce qui est de toutes ces interactions, comme Mathieu le présentait. Nous, pourquoi pas faire demain un accueil de nuit de quelques temps, mais que de nuit, ou un accueil de jour. Il y a des structures qui peuvent le faire. Aujourd'hui, pas suffisamment à mon goût. Il y a des synergies à créer. Et puis, effectivement, alors on a déjà l'hébergement temporaire pour une semaine, un mois maximum, mais peut-être que juste une fois, là, le frère de Sarah, il aurait pu peut-être venir participer à une animation dans un autre contexte. Un week-end, il peut venir, quand on n'est pas en mode dégradé, venir participer à une animation avec nous, la personne âgée, et ça fait moins peur. C'est plus la rupture dont Mathieu parlait, de dire du domicile, boum, à l'EHPAD, créons des synergies tous ensemble entre tous ces acteurs. Mathieu, oui, tu voulais rajouter ? Oui, je n'ai vraiment pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Antoine, parce que il exprime, et Véronique le faisait avant lui, ce qui est aujourd'hui à retenir de cette crise. Il faut que nous en tirions des enseignements dans la durée, parce que ces outils de proximité, ces lieux que sont les EHPAD, demain avec des services d'aide à domicile qui peuvent leur être adossés en tant que plateforme technique pour justement pouvoir travailler sur le parcours de vie de la personne plutôt que de travailler sur toujours le décloisonnement institutionnel. Et puis, je pensais aussi à Sarah, son témoignage à l'instant, ce qu'elle nous disait. C'est vrai que la ville, à travers son centre communal d'action sociale, coordonne en fait tous ces intervenants, soit cette plateforme technique d'appui. Sarah peut appeler, elle peut se voir proposer une solution, soit directement par la ville, soit parce que la ville la mettra en lien dans son territoire avec une structure qui pourra lui apporter un soulagement. Et cette idée de ville des aidants, c'est ça, c'est une ville qui prend soin de ceux qui prennent soin des leurs. Et ça ne se fait pas par la multiplication de dépenses nouvelles de fonctionnement de la ville, ça se fait par la mise en réseau de tous les acteurs du territoire. Bien sûr. Alors nous avons Anne Gérard qui nous fait un commentaire, enfin il y a même je crois une question, c'est plutôt un commentaire. Il faudra vraiment, Mathieu, développer un véritable registre canicule qui permettra de contacter toutes ces personnes âgées, isolées en cas de crise comme celle que nous venons de vivre. Moins de 250 personnes enregistrées pour une ville de 100 000 habitants, c'est inadmissible. Ouais, je partage ce commentaire. Il faut faire un effort. Il faut, je crois, aussi s'appuyer sur l'Office national des personnes âgées, l'ONPA, qui est aujourd'hui un lieu ressource, d'ailleurs composé de beaucoup de seniors, jeunes seniors ou moins jeunes seniors qui sont actifs, qui ont envie d'agir, qui participent à la vie de la cité. Et effectivement, il y a aujourd'hui un travail vraiment exhaustif à faire pour que Nancy puisse être pleinement aux côtés de celles et ceux qui peuvent être en difficulté dans l'isolement. Et nous avons connu la crise de la Covid-19. Nous allons connaître peut-être à nouveau un été très chaud, pour ne pas dire caniculaire. Vous savez, les crises de demain, on en a déjà parlé ici, elles seront sanitaires, économiques, sociales, climatiques. La ville doit être prête. Et le plan de prévention des risques dont nous parlions la dernière fois autour de Muriel est aussi une réponse pour nous préparer aux crises de demain. Toujours dans les réseaux sociaux, Fanny qui nous parle du sport sur ordonnance. Alors ça me permet de
d'expliquer à Fanny que nous allons organiser donc jeudi prochain, jeudi qui vient, là, jeudi dans 2 jours, donc à 19h30, une émission en direct spéciale sport, vie associative et jeunesse. Et dans le cadre du sport, on va développer justement cette question du sport santé. Nous aurons plusieurs intervenants qui vont nous en parler, et du sport sur ordonnance. Voilà, donc on en parlera, Fanny, jeudi, donc soyez avec nous jeudi. Je vous propose qu'on continue avec nos séquences vidéo. C'est la dernière séquence, c'est celle de Romain Mazza, voilà, qui nous parle de sa vie de chef d'entreprise. On écoute Romain. Bonjour, je m'appelle Romain Mazza, j'ai 27 ans. J'ai créé ma société dans l'expédition de colis en France et à l'international il y a quelques mois. Et j'habite à Nancy depuis une dizaine d'années. Au quotidien, on est confronté à une perte d'autonomie, dans le sens où, comme tout le monde, on aurait besoin d'avoir un peu plus de flexibilité et d'adaptabilité. Et le service, par exemple, de transport qui est en place sur la communauté urbaine du Grand Nancy ne permet pas forcément de réserver un transport à la dernière minute, ou plutôt de changer d'emploi du temps au cours de la semaine. On rencontre énormément de difficultés d'accessibilité au commerce, puisque aujourd'hui on constate encore que bon nombre de commerces ne sont pas adaptés, et il y a des commerces où on ne va pas, puisqu'on sait très bien qu'on ne pourra pas être accueilli dans de bonnes conditions. Encore une fois, je fais appel à plusieurs services. Donc un service à domicile qui m'aide dans mes actes quotidiens, et qui fonctionne un peu comme le système de transport, c'est-à-dire que nous avons un planning défini à l'avance, et là encore avec une flexibilité encore moindre, puisque nous sommes beaucoup. Et il faut un peu s'adapter aux contraintes de chacun. Moi, j'aurais envie de poser cette question-là, de la logistique surtout et du transport. Qu'est-ce qui est envisagé, et comment cet enjeu très très important pour le futur maire de Nancy serait abordé pour nous faciliter vraiment les déplacements, et nous rendre un peu, si on peut dire ça comme ça, nous rendre un peu la vie meilleure en termes de déplacement et d'autonomie sur la communauté urbaine du Grand Nancy. Alors on ne posera pas la question à Mathieu Klein, futur maire de Nancy, mais on va la poser à Arnaud, qui a travaillé sur les questions d'inclusion et de handicap. Arnaud, est-ce que tu partages ces questions de logistique et d'accessibilité? Je crois que tu n'es pas avec nous pour des histoires d'accessibilité d'ailleurs. Oui, exactement. Alors à titre personnel, déjà, je les partage. Romain souligne 2 points très importants: la flexibilité des transports, notamment pour une personne qui travaille, et d'autant plus pour Romain qui a créé sa société. C'est un défi au quotidien, c'est une logistique importante. De repenser des réseaux de transport, c'est également répondre à ce besoin de flexibilité en permettant de se déplacer plus facilement dans la ville et dans la métropole plus large. Alors on parle de la création d'un fonds d'accessibilité avec les commerçants. Est-ce qu'on peut développer ça? L'idée, oui, d'ailleurs Romain et Arnaud viennent de le dire, l'idée c'est qu'il faut travailler sur l'accessibilité des équipements publics, ça va de soi, mais aussi de tous les services de la ville. Et c'est pas forcément simple quand on est un commerçant indépendant et qu'on a une boutique en ville, un magasin, un commerce, de parfois le mettre aux normes, à la fois d'accès déjà, même si c'est supposé être obligatoire, ensuite de circulation, et puis il y a tous les types de handicap.
Romain et Arnaud vivent dans un contexte de handicap moteur, donc un problème de mobilité qui se pose en premier lieu. Et puis il y a tous les handicaps psychiques, sensoriels, visuels, qui sont parfois moins apparents et moins évidents à comprendre d'ailleurs, y compris pour les enjeux d'adaptation de la société. Parce qu'il s'agit, comme le dit la loi, d'adapter la société au handicap et d'arrêter de demander aux personnes handicapées de s'adapter à la société. Mais il faut une réflexion globale, c'est ce qu'a engagé Arnaud dans le cadre de cette campagne avec beaucoup d'acteurs, une réflexion globale sur l'inclusion, l'accompagnement des personnes handicapées. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, il y a à Nancy à la fois un réseau d'acteurs très important autour du handicap, une tradition assez ancrée d'action volontariste en matière d'accessibilité des personnes handicapées à l'espace public. Et nous allons nous inscrire dans le prolongement de cette histoire avec un certain nombre de propositions très concrètes comme Arnaud les a formulées tout à l'heure. Comment on change aussi les perceptions de tout à chacun sur les différences, sur l'âge, les personnes âgées, sur justement le handicap? Qu'est-ce qui est prévu au sein du programme? La perception, Muriel pourra évidemment largement compléter, ou Nadège, la perception se passe d'abord déjà par un travail d'éducation. Nous serons une ville bienveillante, y compris dans finalement l'apprentissage de toutes les formes de vie, de différence. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, on va dire ça permettra d'aller plus vite dans l'expression, parce qu'il faut apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire que nous ne sommes pas spontanément, nous n'allons pas vers celles et ceux qui sont très différents de nous. Et là, je parle de tous les êtres humains, enfin, quel que soit l'âge, la catégorie sociale et l'histoire. Nous essayons toujours, nous sommes toujours attirés d'abord vers celles et ceux qui nous ressemblent, qui ont plus ou moins les mêmes vies que nous, plus ou moins les mêmes histoires que nous, les mêmes attentes que nous, les mêmes goûts. Alors il y a bien sûr des gens qui, et tant mieux, qui sont toujours attirés par ce qui est très différent, mais globalement, il faut que nous arrivions à casser les logiques de l'entre-soi, et ça passe par une éducation à la citoyenneté très active dans les écoles, avec les associations. Et là aussi, il y a une demande en plus assez forte. C'est très souvent que ces programmes éducatifs, notamment d'apprentissage finalement des différences, sont souhaités par les écoles, par les associations, les MJC, pour justement travailler en ce sens. Muriel, tu voulais rajouter ? Moi, je dirais juste pour compléter, changer le regard sur le vieillissement ou sur le handicap, c'est avoir des actions véritablement inclusives dans la ville. Et c'est le programme aussi qui est développé aujourd'hui, c'est de dire plus on facilitera effectivement l'accès des personnes handicapées dans tous les lieux, forcément on s'habitue, on change notre regard sur la personne handicapée. Il en est de même pour les personnes âgées. C'est tout le travail qu'on peut mener aussi à travers l'intergénérationnel. Aujourd'hui on a un projet de cité intergénérationnelle. À travers des projets de cette ampleur, c'est aussi changer le regard porté sur les personnes âgées. C'est travailler avec des partenaires que sont les EHPAD, les acteurs médico-sociaux. Et à partir de ce moment-là où on développe des actions de ce type, on transformera le regard porté sur le handicap et sur le vieillissement. Arnaud, tu souhaitais réagir sur la perception Alors oui, tout à fait. La perception, comme l'a justement dit Mathieu, c'est l'éducation, la sensibilisation aussi bien dans les écoles que du grand public. Ça passe également par la mise à disposition des informations que tout à chacun peut se poser. Nancy en lien, cette plateforme dont nous avons parlé précédemment, est le lieu tout indiqué pour permettre un petit peu dédramatiser ces regards et toutes ces questions qui peuvent se poser à tout à chacun. Merci. Merci Arnaud. Vous avez Nadège qui fait une remarque, je vous la lis telle quelle. Les associations de solidarité ont en effet besoin d'engagement concret et pragmatique des élus pour contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Elles ont beaucoup d'idées à partager et à mettre en œuvre avec les personnes concernées elles-mêmes. Alors là aussi, il y a une proposition qui est faite, puisque là, comme on le disait tout à l'heure, à travers le Covid-19, on a vu énormément d'initiatives et d'engagement des associations. Donc un projet, c'est de monter ce qu'on a appelé Association Nous. C'est compliqué, un contrat de soutien aux associations. Donc là, je pense que c'est important aussi la ville puisse soutenir les associations dans ce cadre, à travers un système d'appel à projets.
pour soutenir toutes les initiatives et pouvoir surtout les pérenniser. Parce que le problème aujourd'hui, soit on est sur des actions très bénévoles, et l'important c'est de pouvoir pérenniser des expérimentations qui ont pu être faites. Oui, pour compléter ce que vient de dire Muriel, donc en complément de l'idée d'appel à projet, les associations sont aussi particulièrement sensibles à ce que nous appelons toujours le socle de sérénité, c'est-à-dire ce qui permet aux associations d'avoir une visibilité pluriannuelle du soutien que leur apportent les pouvoirs publics, les collectivités locales, soit garantie. Parce qu'il ne faut pas que les associations passent plus de temps à monter des projets qu'à les conduire. Et donc, il s'agit aussi pour nous de renforcer le soutien au monde associatif par la multiplication de ces conventions pluriannuelles qui peuvent être d'ailleurs signées soit avec la ville ou la métropole, soit avec tous les partenaires publics et qui s'engagent sur 3, 4, 5 ans à assurer, en tout cas, la stabilité des moyens de fonctionnement qui sont alloués, ce qui permet à la structure ensuite d'être plus mobile et agile pour répondre à des appels à projets ou pour construire des projets. Alors, il existe aussi d'autres formes de solidarité. Vous avez Eric qui vous pose la question. Bonjour Mathieu, quel engagement prendrez-vous sur la solidarité internationale ? J'allais dire que de ce point de vue-là, je vais emmener dans mes bagages la très longue tradition de solidarité internationale de la Meurthe-et-Moselle. Vous savez que nous sommes le département lorrain qui concentre à lui seul plus de la moitié des associations de solidarité internationale de l'ensemble de la région, ce qui est un point d'appui extraordinaire. Il y a une culture, alors c'est aussi lié à la présence de l'Université de Lorraine, aux 6000 étudiants étrangers qui sont présents sur notre territoire et qui amènent avec eux des actions de solidarité, des projets en lien avec leur pays d'origine. Moi, je pense que la ville, de ce point de vue-là, doit s'inscrire alors dans une politique à la fois de jumelage actif, pas uniquement sur le domaine des coopérations habituelles ou de la sympathie, mais sur le domaine de soutien à des projets très concrets, d'aide au développement, de coopération, de soutien au monde associatif qui participe aujourd'hui à des projets très concrets d'aide au développement en Afrique, au Moyen-Orient, bref, en Amérique du Sud, dans beaucoup de pays du monde. C'est aussi un apport pour nous, hein. On n'est pas simplement là pour, j'allais dire, aider autrui ailleurs, puisque cet engagement international de la ville qui doit être solidaire, équitable et engagé, du pléonasme, mais en tout cas avec, je crois, une considération très forte pour le soutien aux droits humains, aux droits de l'homme, à l'égalité des droits partout sur la planète. Cet engagement international de la ville doit être très fortement affirmé. Antoine, vous voulez rajouter quelque chose ? Alors, pas sur la solidarité internationale, mais juste sur le point d'avant, est-ce que Nadège avait précisé ? Moi, c'est important que nous, de structures associatives, on soit régulièrement en lien avec les élus. Donc aujourd'hui, les reproches que je pourrais faire, c'est que des fois, on a des tribunes uniquement en période électorale. Alors sur le département, on a eu l'accompagnement, et donc c'est aussi pour ça que je présente ça aussi à Mathieu. On n'a pas besoin que de techniciens, on a aussi besoin d'élus dans le mandat, à mi-mandat, tout au cours du mandat, parce que moi, dans 2 ans, je ne sais pas comment va être ma structure, quelle va être la demande par rapport à l'immobilier, par rapport au niveau de dépendance, par rapport à est-ce qu'on ne va pas avoir une problématique sur les recrutements, si je me base sur le village d'insertion. Et si vous mettez ça de notre côté et qu'on s'oublie pendant ce temps-là, ça va être une problématique. Donc moi, j'ai besoin aussi de ces engagements, et c'est ce que disait un peu Nadège, ou même sur la solidarité internationale, il faut qu'on le vive. La proximité, ce n'est pas juste des techniciens, c'est aussi les élus, parce que c'est eux qui doivent nous remonter et qui peuvent nous aider à changer les choses. Mathieu, Anne propose on pourrait avoir un chéquier handicap de ville, par exemple, sur le modèle du chéquier emploi-service, ou des chèques emploi-service. Oui, alors c'est pas une proposition sur laquelle nous avions travaillé, mais je suis toujours prêt à examiner les bonnes idées et à en estimer la faisabilité financière avec attention et précaution. Mais pourquoi pas, enfin le principe d'accompagner les personnes handicapées dans l'accès aux services est tout à fait une idée qu'on peut discuter. Nathalie, durant le Covid, plusieurs cas de SDF ont été signalés à Nancy, à la mairie, par des associations. Il a été clair que le 115 a été vite saturé. Pourriez-vous revoir pour anticiper de futurs besoins ?
comment le maire peut intervenir? Muriel le disait tout à l'heure, le village de l'insertion qui fait l'objet aujourd'hui de notre réflexion sur la base d'ailleurs d'un rapport qui a été produit pour le compte de l'ARS et de la ville de Nancy, accueil et réinsertion sociale et de la ville de Nancy et l'État il y a quelques semaines. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui finalement la question de l'errance, elle peut se traiter de plusieurs manières, par la question de la gestion de l'ordre public et des troubles éventuels, par la gestion de l'accompagnement social, par la gestion de l'accompagnement à l'emploi, par la gestion des addictions et de leur accompagnement. Et puis il y a la question de logement. Et je pense que le logement, c'est un peu le chapeau, sans mauvais jeu de mots, à poser sur la tête. Accéder à un logement autonome, pas uniquement à un accueil, à un hébergement d'urgence ou à un foyer d'hébergement, mais à un logement autonome, de façon d'ailleurs accompagnée, puisqu'on ne passe pas de la rue à un chez-soi sans transition, ça n'est pas toujours simple. C'est se remettre finalement en condition de traiter toutes les autres questions, tous les autres problèmes, les addictions, la santé, le soin, l'hygiène, l'emploi, la formation, la mobilité, et j'en passe. Donc oui, il faut accélérer aujourd'hui la cadence sur ce projet, parce que les questions d'errance, les questions aujourd'hui finalement de difficultés pour la société à avoir la bonne réponse pour des personnes qui semblent parfois totalement échapper à toute forme d'accompagnement ou toute forme de solidarité sociale, c'est très important pour elles, bien sûr, et puis pour les femmes et les hommes qui vivent dans les quartiers, qui parfois sont agacés des regroupements, agacés de la persistance finalement de difficultés sociales qu'elles ont sous les yeux tous les jours. Et moi souvent les anciens me disent, mais pourquoi on ne fait rien? Alors il n'est jamais, c'est faux, il se fait beaucoup de choses, mais le sentiment que ça rend, c'est qu'il ne se passe rien et que finalement c'est une espèce de spirale infernale. Donc voilà pourquoi nous avons inscrit le projet du village d'insertion à notre programme pour le mandat. Antoine, il y a plusieurs questions pour vous. Plusieurs personnes se demandent de quelle structure vous êtes le directeur. Voilà, donc... Ouais. Je ne sais pas si on peut le dire. Oui, je vais le dire. Après, c'est une structure congrégationniste, donc avec 50% de mes résidents sont des sœurs, et donc c'est la structure, la maison de retraite Saint-Joseph à Nancy. Et donc je ne suis pas là au titre de Saint-Joseph, je suis là à mon titre personnel, mais voilà, c'est la structure nancéenne, donc avenue de Strasbourg, juste à côté. Très bien, voilà, comme ça, les internautes seront ravis. Pour terminer, une dernière question qui nous ouvre sur l'Europe. C'est celle d'Evelyne. Certains pays d'Europe et hors d'Europe ont développé déjà beaucoup de choses pour l'inclusion, accessibilité et autres. Un projet européen pourrait réunir plusieurs villes qui partageraient leur savoir-faire. Qu'en pensez-vous ? Très bonne idée. Très bonne idée. C'est le sens. Alors on a eu ce matin et cet après-midi une rencontre avec Xavier Bouvet, qui est candidat pour être le maire de Metz, et nous avons beaucoup parlé avec lui d'Europe, beaucoup parlé des enjeux européens de la Lorraine et la traduction opérationnelle, c'est les programmes Interreg. Nous sommes, à Nancy parfois on l'oublie peut-être un peu, nous sommes membres de la grande région européenne, c'est-à-dire cette alliance qui réunit la Lorraine, maintenant le Grand Est, pour la France, le Grand-Duché de Luxembourg, les Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne et la Wallonie pour la Belgique. C'est une grande région transfrontalière qui est notamment, actrice et bénéficiaire d'un des programmes Interreg. Et ces projets-là pourraient parfaitement être pris en compte dans ce contexte. Et moi, je suis toujours favorable à l'essaimage des bonnes expériences, notamment à l'étranger. Et à l'essaimage des bonnes expériences nancéennes, et aussi bien sûr à l'apprentissage pour Nancy de ce qui se fait de bien ailleurs. Mais d'ailleurs, ce que Véronique disait tout à l'heure sur cette évolution du métier à l'horizontale des auxiliaires de vie, des aides de domicile, ce sont des expériences qui se conduisent dans certains pays européens aujourd'hui et qui sont très inspirants pour des tas de structures comme la sienne. Merci Mathieu. Juste une petite remarque, mais c'est une boutade. Certains internautes t'expliquent, Mathieu, qu'ils vont aller acheter des bottes pour dimanche soir. Donc cela fait référence à une vidéo que vous pourrez retrouver sur le site Mathieu Klein. Je vous invite à la voir. Elle a fait le buzz sur Internet, plus de 16 000 vues. Donc merci à nos invités, merci aux colistiers et aux colistières, merci aux techniciens, à toute l'équipe technique là de nous accompagner sur ces émissions en direct.
Et je vous invite à retrouver donc toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube avec Mathieu Klein. N'oubliez pas les procurations, je crois que c'est encore temps de faire des procurations d'ici dimanche, on est juste limite, mais je crois que c'est encore un peu le temps. Donc si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes dimanche, voilà, pensez aux procurations. On se retrouve dans 2 jours, donc le 25 juin, donc pour cette dernière émission en direct sur la thématique sport, jeunesse et vie associative. Merci et d'ici là, portez-vous bien.